Les gars, on est 5000. Félicitations à nous, ça me fait vraiment plaisir. Donc, du fond du cœur, avant de commencer, un tout grand merci pour le support, un tout grand merci pour le soutien. Et ça fait plaisir de savoir qu'on est 5000 sur une chaîne qui analyse dans le détail des combats d'un point de vue technique, sans faire vraiment de clickbait, sans vraiment critiquer des combattants, en restant très positif sur le sport. Ça fait énormément plaisir. Et en plus, j'ai des super échanges en commentaire. C'est vraiment ultra agréable. J'en apprends tous les jours moi-même. On va commencer vidéo sur le KSW de ce week-end. Pourquoi pas sur l'UFC? Parce que comme je l'ai dit, j'ai déjà fait la semaine passée ma vidéo sur l'UFC et j'étais pas vraiment motivé à l'idée d'analyser le main event qui arrive à l'UFC. J'ai plutôt analysé la française Manon Fiorot. Si t'as pas vu que la vidéo est sortie, je la mets ici en suggestion. Tu peux aller la voir maintenant ou juste après. Ce week-end, on n'a pas que Manon Fiorot pour les Français, moi je suis belge, qui combat. On a aussi deux francophones sur la carte du KSW. Mon athlète, Donovan Desmaé, qui ne combat plus au Cage Warriors pour les bonnes raisons et qui est parti au KSW pour les bonnes raisons. Il fera ses débuts ce week-end sur la même carte que Saladin Parnasse qui revient. C'est un combat très très intéressant qu'on va analyser. Comme d'habitude, j'aime pas analyser publiquement les combats de mes athlètes parce qu'il y a toujours cette crainte que l'adversaire fasse des très bonnes recherches et tombe dessus. Juste pour un exemple, Vucenic était tombé sur ma vidéo d'analyse qu'il analysait lui avant son combat contre Morgan Charrière. Donc voilà, comme quoi ça peut aller très loin. Et voilà, par contre, étant donné que je n'ai rien à voir avec Saladin Parnasse, je me permets de faire l'analyse parce que j'ai pas du tout établi son game plan et ça ne donne donc aucune indication à son adversaire. Première chose, il y a un jeu concours, on est 5000 sur ma chaîne, je tiens à remercier tout le monde et surtout plus ou moins à m'excuser de mon manque d'activité récemment. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je fais moins de vidéos, le boulot me prend un temps dingue, mais qui sait qui a 2 pouces et qui déteste les excuses? This guy. Donc, pas d'excuses, je fais quand même cette vidéo et pour un peu me faire pardonner, je fais un jeu concours, mais je reste un peu méchant. J'explique tout ça à la fin de la vidéo, comme ça je vous force à regarder ceci. Si tu es nouveau sur ma chaîne, parce que justement tu l'as découverte grâce au concours et tu veux gagner ton pay-per-view pour regarder le KSW, donc en fait oui c'est ça que je vais faire gagner, pas de tease, je vais faire gagner 8, pas 1, comme dans tous les jeux concours, vous pouvez gagner un truc, non, 8 pay-per-view pour regarder gratuitement le KSW ce week-end. Elle est pas belle la vie? Elle est superbe la vie. Il fait encore beau le soir ici en Belgique. Bref. Manon, vous pouvez aller voir la vidéo parce que c'est pour ce week-end. Autant se chauffer en la regardant. Saladin Parnasse, je l'ai déjà bien étudié dans une autre vidéo au début où j'avais ma chaîne. Je mets le lien ici. Malheureusement, le son est pas terrible, mais je vous invite quand même à aller regarder parce que c'est une analyse qui dure plus d'un quart d'heure, je pense, sur le talent qu'est Saladin. C'était quand il était encore invaincu. Et ça, c'est un élément très important, très intéressant dans ce combat. Il était invaincu, il ne l'est plus. Et très souvent, quand on a quelqu'un de son potentiel, de son mindset et de son niveau, revenir de sa première défaite, il y aura un tout autre niveau. Et Saladin était déjà au top du top européen. Donc c'est déjà très intriguant de voir quel niveau il aura ce week-end. On va partir sur plutôt une analyse de son adversaire. Alors elle ne sera pas longue comme je viens de dire, je suis ultra occupé au taf. Je ne vais pas m'en excuser parce qu'il faut travailler dans la vie. Mais on va quand même faire une petite analyse détaillée de son adversaire sur quelques séquences. Alors, pour commencer, qui est Filip Pejic? C'est un très bon combattant qui est depuis très longtemps au KSW, qui combat au plus haut niveau depuis un petit temps aussi et qui a fait n'importe quoi par contre sur les divisions de poids. Je suis allé regarder, il a combattu en bantamweight, il a combattu en featherweight, il a combattu en lightweight et là il passe de lightweight à featherweight, même en passant par des catchweight entre les deux. Pour moi, selon moi, sa meilleure catégorie de poids, c'est featherweight, dans laquelle il va affronter Saladin ce week-end. C'est plutôt un striker. Il est propre, il combat intelligemment, il ne fait pas spécialement de guerre, il cherche les ouvertures. Il a un style intelligent, on va dire, il attaque au bon moment. C'est plutôt quelqu'un qui est dans sa zone de confort quand il l'engage.
C'est pas spécialement quelqu'un qui va chercher beaucoup de contres. Ça lui arrive évidemment, mais pas super souvent. C'est plutôt quelqu'un qui va engager. Et alors, comme je dis, il est simple, intelligent dans son approche, mais de temps en temps, il a un brin de folie. C'est-à-dire que dans son style de base, il va plutôt privilégier les attaques classiques. Les jabs, les directs, quelques crochets, quelques uppercuts, quelques low kicks, quelques front kicks, vraiment les grands classiques. Single attack généralement, quelques combinaisons, mais des combinaisons simples de nouveau, direct, crochet, jab direct, ce genre de choses, jab low kick, switch middle kick, voilà. Par contre, de temps en temps, soudainement, il y a un spinning wheel kick qui arrive ou un high kick qui arrive. Et c'est un style très intéressant d'approcher le combat de manière très simple. Je mets des guillemets à simple parce que c'est de la simplicité perfectionnée. Et de temps en temps, surprendre avec un coup qui sort de nulle part parce que s'il le fait dans le deuxième round comme il l'a fait récemment, ça surprend complètement son adversaire. Il s'attend à quelque chose de simple et puis il le voit se retourner à un spinning qui arrive à la tête. C'est vraiment propre. Puis de temps en temps, il y a des high kicks qui sortent aussi. Donc il faut être concentré tout au long du combat parce que ça lui arrive assez souvent de se faire dominer ou en tout cas de pas du tout exceller dans le combat et puis sortir quelque chose de folklorique et ça change toute la tournure du combat. Et donc par rapport à ça, il y a un autre point qui est intéressant, c'est que il reste dangereux à chaque round, même quand il se fait dominer, il arrive à retourner de temps en temps la tendance. Je vais pas dire un dur au mal, parce qu'il est finalisable, vraiment finalisable, mais il reste constamment confiant en ses capacités de trouver le chemin vers la victoire, même si le combat est mal embarqué pour lui. Et comme je disais, il est relativement opportuniste, ce qui lui permet justement de rester dans un fight, même si la décision commence à lui échapper, il a toujours une porte ouverte grâce à un finish, principalement debout. Là, je l'ai bien vendu. Je vais quand même mettre un point en avant, c'est que pour moi, Pejic est un très très bon profil pour que Saladin Parnasse s'exprime excellemment et performe de manière optimale. Vraiment. Je trouve que le matchmaking est très bien fait. Ça devrait donner un très bon combat dans le sens où Pejic est plus à l'aise quand il l'engage. Comme je le disais dans ma vidéo, Saladin Parnasse est d'un striker complet. Il sait engager, il sait contrer, il sait bien désengager sur des angles. Il contre de manière souvent asynchrone, mais il est aussi capable de faire des contres synchronisés. Mais la dynamique sera assez intéressante parce que on a déjà vu un Saladin Parnasse agressif, on a déjà vu un Pejic pas à l'aise quand il a agressé. Donc on pourrait voir un Saladin très agressif dans ce combat qui va combattre avec pression. Mais je pense que là où le meilleur est à jouer, surtout pour le public, c'est un Pejic qui initie l'action plus souvent que Saladin et un Saladin qui trouve ses ouvertures sur les contres. Il y a plein de game plans possibles pour le français. Il a le choix, je dirais. Il y a plusieurs bons choix à faire. Il peut venir de manière agressive s'il se sent de le faire et essayer d'étouffer. Parce que quand on est face à quelqu'un qui engage très bien et qui contre pas super bien, étouffer est une bonne idée. Parce que plus nous on engage, l'autre va pas contrer et il va pas engager parce qu'il trouvera pas son timing pour engager. C'est une option. Ou bien si on est super confortable dans le fait qu'on se considère comme étant meilleur contreur que l'autre n'est en engageur, on peut juste faire en sorte que les deux restent dans leur zone de confort, c'est-à-dire Pejic en tant qu'initiateur, Saladin en tant que contreur, et c'est celui qui sera le meilleur dans sa propre zone de confort qui va s'imposer. Donc, soit on prend l'approche Max Holloway contre Qatar, deux gars qui engagent très bien. C'est Max Holloway qui a le plus engagé et donc il s'est imposé sur le combat. Je simplifie à mort, il y a plein de raisons derrière, mais pour simplifier comme ça. Soit on reste dans une dynamique où les deux restent dans leur zone de confort et on a suffisamment confiance en sa zone de confort pour s'imposer sur celle de son adversaire quand il y a une bonne dynamique. Les pires combats, en général, c'est quand c'est un contreur contre un contreur parce que les deux attendent que l'autre initie, ce qui n'arrive jamais. Dans ce combat, on devrait avoir pas mal d'actions. Bref, encore une fois, je pense que la plupart du combat sera debout parce que Pejic est plutôt un striker. On l'a déjà vu shoot plusieurs fois, mais généralement quand il shoot, c'est plutôt pour varier le jeu et pour pouvoir après set-up son striking. Saladin a un excellent grappling, mais on ne le voit pas super souvent initier son grappling. Il a plutôt un
des takedowns en contre, plutôt on va dire qu'il va attaquer sa lutte quand l'autre attaque en lutte, qui défend d'abord et puis lui il attaque par derrière. Donc c'est pas lui qui va spécialement engager en lutte. Je pense que Saladin a un gros coup à jouer ici en grappling. J'aimerais bien le voir initier en lutte justement, mais je pense qu'il a aussi un gros coup à jouer en pied-point, donc ça va être intéressant. Bref, je vais montrer quelques séquences, c'est pas spécialement pour illustrer Pejic, c'est juste pour faire un pronostic, parce que j'aime bien faire des pronostics ultra précis, parce que si ça fonctionne pas, les gens oublient, et ça me décrédibilise pas. Et si j'ai raison, les gens me prennent pour un génie. Donc j'ai tout à gagner et j'ai rien à perdre. J'ai connu, mais ça va rester intéressant. Donc, garde ouverte. Ici, on est dans une garde ouverte. Ce sera le cas pour Saladin contre Pejic. Pejic est droitier. On le voit très très rarement passer gaucher. C'est super éphémère quand c'est le cas. Saladin Parnasse, pur gaucher. Donc on sera en garde ouverte. Ici, c'est un combat que Pejic a gagné en 12 secondes. Donc là, on est vraiment au début du combat. Je sais que je répète beaucoup ça. Tous les analystes répètent beaucoup ça. Tous les coachs répètent beaucoup ça. Quand on est en garde ouverte, généralement, on va chercher à frapper avec son côté ouvert, le côté arrière. C'est là où on a le plus de puissance, c'est là où il y a le plus d'ouverture. Et c'est du coup automatiquement le plus intéressant. Une frappe peut mettre KO comme ici. En garde ouverte, en général... Je veux dire, avant le démarrage de Pejic, ici, les pieds sont souvent alignés. Si les pieds sont alignés, les épaules sont alignées, ce qui fait que les jabs ne touchent pas la cible parce que l'autre n'a même pas besoin de bouger pour que ça arrive sur sa main avant. Ce qu'on cherche généralement, c'est à envoyer le direct quand on est en garde ouverte. En garde fermée, on va plutôt utiliser, je ne vais pas dire favoriser, mais le jab sera une arme qui sera beaucoup plus exploitée et utilisée. Quand on est en garde ouverte, le jab se nullifie un tout petit peu, sauf dans certains cas. Il y a des bons jabbers en garde ouverte, mais c'est plutôt rare. Et en garde ouverte, on va plutôt privilégier le direct pour l'anglaise en tout cas. Donc, ce qu'il y a d'intéressant ici, je vais montrer juste au ralenti, c'est l'énorme step que prend Pejic. Son pied est complètement sur l'extérieur du pied de son adversaire, ce qui lui permet d'aligner son épaule arrière, j'en parle super souvent, son épaule arrière avec sa cible qui est le direct. Il y a plusieurs points que je veux notifier ici, il explose très bien, il explose très très bien vers l'avant, il couvre beaucoup de distance. Généralement, quand quelqu'un couvre autant de distance, il va surengager. Et là, on a un double step en fait. J'en ai déjà parlé pour Gastelum contre Whittaker. C'est un peu le principe de half beat et full beat. Ici, on a deux half beats pour Pejic. Il y a un premier step et puis son deuxième step quand il envoie sa frappe. Donc, vous voyez son pied gauche, son pied avant. Deuxième step, ça lui permet de ne pas surengager. Si son pied reste là et qu'il envoie sa frappe, il va surengager et il va devoir passer en gaucher et il va complètement s'exposer. Son deuxième mini step ici va lui permettre de garder une très très bonne stabilité sur son envoi. Ça touche, ça met KO. Et deuxième point sur lequel j'attire le regard, c'est ceci. Très souvent en MMA et même à l'UFC et même dans des main events et même de temps en temps des champions de l'UFC, quand ils envoient un gros direct plein pot, leur main gauche pour les droitiers, leur main droite pour les gauchers, leur main avant qui est supposée défendre, elle est ici aux anges. J'ai déjà aux anges, pas aux anges de la télé-réalité. J'ai déjà souvent analysé ce genre de détails en mettant pause évidemment au bon moment. Quand on met pause, évidemment, on voit plein de défauts. Mais ici, je vais montrer la posture de Pejic au moment de l'impact. Donc ici, ça touche la pointe du menton. Il est ultra stable, c'est-à-dire que sa tête est bien entre ses deux genoux. Les deux pieds sont bien au sol et sa main défensive, elle est bien à sa mâchoire. C'est ça que je voulais dire, c'est un combattant très propre, offensivement comme défensivement, très très propre. Et je vais montrer ça à vitesse un peu. Ça, j'ai pris au ralenti, mais on va quand même regarder ça en entier parce que c'est un magnifique KO. Magnifique KO. Alors, ceux qui viennent de regarder la vidéo que j'avais faite sur Saladin, désolé, je prends les mêmes séquences, pas de souci. Mais ici, on est en garde ouverte. On va voir le roman, c'est celui qui est l'adversaire de Donovan, qui est ici. On voit le roman qui gagne la guerre des pieds, on va dire ça comme ça. Il gagne la guerre des pieds. Saladin Parnasse est ultra réactif, ultra précis, et il a cette habitude. C'est quelqu'un qui, comme il est gaucher,
Comme on dit souvent, il y a 20% de gauchers, 80% de droitiers. Du coup, les gauchers, ils ont plus l'habitude de combattre des droitiers que vice-versa. Saladin Parnasse a un excellent réflexe ici de esquiver d'abord, changer d'angle. Et ici, son angle d'attaque est perpendiculaire, plus ou moins perpendiculaire, ça s'appelle le T. Okay. À la stabilité de son adversaire, et ici il vient contrer. On est vraiment dans la même situation que juste avant. Donc l'adversaire prend l'angle dominant avec son pied, envoie son direct. Et c'est le genre de situation à laquelle je m'attends beaucoup dans ce combat. Et je ne serais pas surpris de voir un Saladin Parnasse finaliser Pejic, ou en tout cas beaucoup touché avec cet échange. Un Pejic qui prend l'angle dominant avec son pied, qui envoie son direct, un Saladin qui esquive, qui pivote et qui a du coup, lui, l'angle dominant pour venir contrer et surprendre son adversaire. On l'a déjà vu souvent faire ça. Ici, c'est magnifique avec l'uppercut à la fin. Exactement la même... la même dynamique, le même type d'échange. Donc voilà, comme je disais, j'ai mon petit pronostic sur, je ne vais pas dire la finalisation, le finish ou quoi que ce soit. Il peut finaliser comme ça, mais en tout cas, je pense que ce qu'on vient de voir va se présenter dans le combat plus d'une fois. Pourquoi je pense que Saladin peut vraiment faire des dégâts avec cette technique? Parce que, initialement, de base, par nature, de manière innée, je vais arrêter avec les synonymes, Saladin a ce genre de réflexe, il a des très très bons réflexes. Et en plus de ça, Pejic a un petit, ça s'appelle un tel en anglais, il télégraphe un tout petit peu ses attaques. C'est-à-dire que comme Yoel Romero fait la même chose, ça ne se voit pas des masses, mais un œil expérimenté comme Saladin peut très bien le voir. Il fléchit un tout petit peu sur sa jambe arrière avant d'exploser vers l'avant. Et ici, j'ai pris du ralenti pour le voir. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ici, normalement, quand on rebondit ou quand on n'est pas prêt à attaquer, les jambes restent assez, je ne vais pas dire tendues, mais le même angle au niveau du genou. Très souvent, quand Pejic attaque, il va fléchir, prendre appui bien au sol et puis exploser. Et là, on voit, hein, il y a clairement une ouverture. Si on avait son adversaire engauché avec une esquive par l'extérieur, il y a un peu le direct de McGregor qui pourrait venir toucher ici, par exemple. C'est quelque chose qui est totalement probable dans ce combat. Donc j'ai juste montré, je pense que j'ai pris 3 exemples. C'est du super slow-mo en 0,25. Ici, pareil, on le voit rebondir. Wop, et pareil, pour les takedowns. Je ne crois pas que je vais remonter parce qu'on est déjà bien au ralenti, mais boum, genre de squat pour exploser sur son attaque. On sait que quand il y a un mini squat, je vais appeler ça un mini squat, il y a probablement une attaque qui arrive. Ici, pareil, il rebondit, gros squat et il envoie un genre de uppercut ou crochet. Mais c'est vraiment ce petit squat, il ne le fait pas quand il attend. Il le fait uniquement quand il y a une attaque qui vient et généralement une attaque de l'arrière, de la main arrière. Ben voilà, c'est tout pour mon analyse. Alors, je vais faire le bâtard parce que maintenant, on va parler du jeu concours. Mais avant ça, une petite pub. Ok, jeu concours. Alors, j'ai pris des notes. Comme je le disais, il y a 8 pay-per-view à gagner. 8 pay-per-view pour regarder le KSW gratuitement. Ça vaut 10 €, je pense, 9 ou 10 €. Comment gagner? Alors, premièrement, je vais splitter les 8 en 6 et 2. Il y a 6 pay-per-view à gagner pour les membres de ma communauté, pour ceux qui sont membres, membership, sur ma chaîne YouTube. Je pense que vous êtes 16 ou 17 maintenant. Ceux qui s'inscrivent et qui rejoignent la communauté avant samedi 15h, je vais faire le tirage à 15h, vous ferez partie de la communauté et donc vous pourrez gagner, vous aurez beaucoup plus de chance. Là, il y a 6 tickets à gagner pour l'instant, ils sont 16 ou 17. Si on est 20, disons, ça fait quand même un beau ratio pour gagner. Puis, j'ai 2 autres pay-per-view que je vais offrir à tout le monde, n'importe qui, même en dehors de ma communauté. Alors, comment ça va se passer? C'est très simple. Il suffit de commenter la vidéo. Tu commentes la vidéo, tu fais partie du jeu concours. Par contre, sur YouTube, c'est difficile de se contacter en privé. Donc, je t'invite à me suivre sur Instagram. Parce que c'est sur Instagram que je vais faire le tirage au sort. Et puis les vainqueurs, ils n'auront qu'à me contacter par Instagram. Je mettrai les noms de YouTube. Ceux qui se reconnaissent, on fera un système de preuves. C'est-à-dire que je mettrai un mot-clé à venir commenter sur YouTube. Et comme ça, je sais que c'est bien la bonne personne. Comme ça, il n'y a pas d'arnaque. Plusieurs points. Ceux de ma communauté,
comme j'ai dit, il y a 6 tickets à gagner, mais ils vont aussi participer dans les 2 autres tickets. Ceux qui font partie de ma communauté et qui payent les 4,99 € pour me soutenir par mois, votre nom apparaîtra 5 fois en participant. Ceux qui payent 3 €, enfin 2,99 €, ils apparaîtront 2 fois. Ceux qui payent 1 €, ils apparaîtront 2 fois. Tous les autres qui sont en dehors de ma communauté, vous avez également votre chance, vous apparaîtrez 1 fois. Et il y a moyen de faire des bonus, parce que évidemment, moi je fais un jeu concours, on va pas se mentir les gars. C'est pour faire un cadeau, c'est pour être gentil, mais il y a toujours un retour sur investissement. J'ai payé ces places, et moi j'ai besoin aussi d'avoir un genre de retour. Le retour, il est en visibilité. Évidemment, j'essaye de vous tease, de vous donner l'envie de devenir membre de ma chaîne pour me supporter financièrement. Et en plus de ça, je fais des cadeaux de temps en temps. Je fais des vidéos qui sont uniquement réservées aux membres de ma chaîne, des analyses juste pour eux. Donc il y a plein à gagner en venant dans la communauté. Et maintenant, en plus, il y a plein de chances pour avoir le pay-per-view. Bref. Évidemment, j'ai envie de gagner en visibilité, c'est pour ça que je demande de commenter, comme ça la vidéo elle est potentiellement trending, mais il y a encore d'autres moyens de gagner plus de chances d'être tiré au sort. En partageant la vidéo et en me taguant dessus sur Instagram @chrisgenacht ou sur Facebook Chris Genacht ou même sur Twitter. Il y a quelqu'un qui sonne à ma porte. Ou même sur Twitter. Ah, je reviens. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc si tu partages ma vidéo sur Facebook ou sur Instagram en story, je vais faire un post sur Facebook. Il suffit de partager ça dans ta story, me taguer comme ça, je vois que tu as partagé. Et du coup, +1 par partage. Donc si tu partages sur Instagram et que tu commentes sur YouTube et que tu partages sur Facebook, ton nom apparaîtra 3 fois. Donc tu auras 3 fois plus de chances d'être tiré au sort. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous le demandez en commentaire, comme ça vous participez au concours. Et en plus de ça, je peux expliquer ça dans le premier commentaire. Je le mettrai en pin, comme ça on va voir dans les commentaires. Ah, c'était pas super clair, cri-cri. Eh ben oui, c'est mieux expliqué dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, c'était Chris Genacht. Et tous ceux qui sont arrivés pour la toute première fois, on s'abonne, on like, on commente évidemment pour participer. Et on va voir les autres vidéos pour voir à quoi ressemble cette chaîne. À très vite, merci à tous.